Bonjour à tous, ici Piero San Jorge. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Berriot. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Pierrot, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, vous avez un parcours euh, étonnant pour un romancier. Vous venez de sortir un roman que j'ai lu et qui m'a beaucoup plu, Potion magique, très très drôle. J'encourage ceux qui nous écoutent à l'acheter et le lire. Dans ce roman, le plus simple, c'est que je lise la première phrase du descriptif qui est vraiment très bien trouvé. Un enfant poussé malgré lui à la réassignation sexuelle, un médecin pervers, concepteur d'un sérum destiné à stériliser le genre humain, des élites politico-médiatiques stupides et corrompues à la tête de l'État, un minette toxicomane à la botte d'un milliardaire étranger, et parmi ceux-là, une famille soudée luttant pour échapper au désastre général. Donc on voit que c'est une fiction totale, hein, que ça ne se Voilà, rapporte voilà, à voilà. aucun pays proche de nous. Exactement, exactement. On retrouve dans ce livre un inspecteur, un cannibale, un conducteur de tractopelle, un très puissant bataillon multiforme de l'État. Bref, il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup fait rire. Et entre les lignes, j'ai trouvé le livre tout à fait non seulement drôle, mais aussi subversif. Et ça, c'est toujours ce qu'il faut. Alors, vous avez un parcours étonnant. Je crois que vous êtes donc professeur de philosophie, mais vous êtes un spécialiste de psychologie, je crois aussi. Alors, je me suis effectivement, d'abord, en fait, c'est par la philosophie. En fait, bon, j'ai dû lire Freud et puis je l'enseignais. Et puis, c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressé. J'ai un ami qui m'a aussi initié à Lacan. Et puis, bah, je me suis penché sur le sujet. Je me suis beaucoup intéressé. Donc, je me suis formé enfin, à la psychanalyse, mais également de manière théorique, de manière pratique. J'ai un petit peu exercé, mais en fait, en vérité, aujourd'hui, surtout pour regarder un petit peu de temps pour moi, pour ma famille, pour écrire surtout, ben, en fait, je ne pratique plus tellement. Mais en revanche, bon, bah, j'en ai gardé quelque chose. Voilà, c'est un aspect de la réalité et que je garde toujours en tête. Voilà, lorsque je, Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce roman? Alors, en fait, au départ, j'avais écrit plusieurs ouvrages, mais qui étaient en fait des ouvrages théoriques. Donc, j'ai écrit effectivement un ouvrage de psychanalyse, j'ai écrit sur Lacan également, sous l'aspect philosophique, sur Durkheim, j'écrivais surtout des essais qui avaient une vocation plutôt, on va dire, universitaire. Et puis j'avais envie d'écrire quelque chose d'un peu plus personnel, quelque chose eh bien, aussi de plus engagé, et dans lequel eh bien, j'exprimerais aussi toute la détestation que je peux éprouver pour cette époque, pour cette société. Euh, et en même temps, je n'avais pas envie d'écrire un énième essai à la fois hyper lucide, mais complètement déprimant, en fait, parce que moi, en effet, je suis aussi un amateur, ben, j'imagine comme vous, bah, d'essais voilà, très subversifs, très critiques à l'endroit de cette société, qui à chaque fois me convainquent beaucoup, hein. On a de brillants penseurs de ce point de vue-là, mais à chaque fois qui ont toujours je dirais, pour effet quand même de me foutre le cafard. Et, et à la fin, on en a presque un plaisir masochiste. À chaque fois de toute façon, qu'on trouve un bouquin bon, en fait, il a aussi comme caractéristique d'être totalement pessimiste et déprimant. Donc, je voulais pas rajouter ma pierre. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui, moi, d'abord, me déprime pas, qui, moi, me procure du plaisir, me fasse du bien. Et donc, j'ai essayé bon, bah, d'écrire un roman, et puis bah, finalement, ça a marché, parce que j'avais déjà essayé à plusieurs reprises. Bon, bah, j'ai pas réussi, j'ai déjà écrit des nouvelles, des romans, mais ça prenait pas. Et là, bah, il se trouvait que les personnages étaient viables, les situations étaient crédibles, et que bah, la trame narrative s'est un petit peu dessinée d'elle-même. Et puis bah voilà, surtout bah, l'indicateur, c'est que j'ai eu beaucoup de joie et de plaisir à le faire, à l'écrire. J'ai moi-même, donc ça fait plaisir d'avoir le retour de quelqu'un qui l'a lu et puis qui en a ri, parce que moi-même, à certains moments, je riais tout seul dans mon bureau. Et voilà, donc c'est comme ça que Potion Magique est née. C'est déjà un objectif très important atteint quand on aime déjà ce que l'on produit. C'est un peu le lot de nous autres qui écrivons des livres.
Alors, Et puis aussi, j'ajoute que c'était aussi un moment récréatif parce que vous, enfin, vous écrivez aussi des essais, mais qui demandent des recherches, des lectures, beaucoup de travail, de préparation. Et là, c'est vrai que je me suis dispensé de tout ce travail de recherche, de lecture, de conceptualisation, tout ce travail un peu encyclopédique qui est en amont d'un essai. Et voilà, pour me laisser guider par l'inspiration, par aussi ce que j'observais hein, autour de moi. Donc ça a été voilà, un moment de pure voilà, récréation, on va dire. Alors, on retrouve dans ce roman, encore une fois, j'encourage tous ceux qui nous écoutent à le lire, Potion magique, on retrouve quelques bon, archétypes hein, que l'on peut imaginer dans la société d'un pays proche de nous, imaginaire et Voilà, totalement voilà, fictif, voilà, bien sûr. voilà. Euh, et ces personnages ont des travers tout à fait, évidemment, euh, j'allais dire caricaturaux, mais en fait, non, ils sont pas du tout caricaturaux, mais ils sont croustillants et représentatifs de grandes catégories de personnes aujourd'hui. Alors, d'un point de vue psychologique, comment une société, c'est peut-être une question un peu vaste, mais comment une société qui a tant de travers psychologiques, ou plutôt comment vous utilisez votre savoir de votre métier à amener tant de travers psychologiques résumés dans des personnages de manière aussi croustillante. Bah, disons que on a la chance quand même d'avoir un asile de fous à ciel ouvert hein, pour je veux dire, on n'a pas besoin d'aller dans des lieux spécialisés pour avoir affaire quand même à quand même des tripotés de cinglés, hein. Il suffit d'ouvrir d'allumer sa télé. Il suffit je sais pas d'entendre certains hommes et femmes politiques, certains journalistes ou des journalistes autoproclamés et entendre des choses. C'est-à-dire que tellement absurdes qu'il suffit simplement de les citer, de les mettre en scène pour que finalement ça en devienne caricatural. C'est-à-dire que désormais c'est le réel lui-même qui est excessif et caricatural. Et donc j'avais au début j'avais une expérience assez étonnante que je faisais, c'est que je prenais parfois une situation que j'entendais parler dans les médias, dans les journaux, etc. Et je me disais je vais la pousser un peu à l'extrême, je vais la pousser à la caricature pour faire une espèce de grande farce. Et en fait, en vérité, il se trouvait que quelques semaines, voire quelques jours après seulement, il se produisait un événement qui dépassait ma caricature. Donc finalement, je dirais qu'au départ, je voulais faire une espèce de parodie. Je sais que je m'aperçois que le réel était lui-même tellement parodique que finalement, j'ai l'impression d'avoir écrit un roman d'époque, tout simplement. Euh, et voilà. Donc, c'est-à-dire que j'ai un peu écrit je décrirais que c'est une farce sombre qui est le miroir de la sombre farce que nous vivons. Nous Voilà. vivons. Alors, inévitablement, lorsqu'il y a des sombres farces, ça finit en tragédie. Euh, alors, si on passe le saut de la fiction à la réalité, euh, si on prend la psychologie collective de nos sociétés modernes, est-ce que ces sombres farces dans lesquelles nous vivons vont aussi... Alors, dans le livre, il y a un dénouement que, évidemment, ne divulguera pas, mais qui est à la fois tragique, mais marrant et sympathique, et qui nous donne de l'espoir. Mais dans la réalité, probablement, nous aurons aussi quelque chose de similaire. Mais comment vous voyez le dénouement du processus psychologique de la folie ambiante vers quelque chose de potentiellement tragique? Alors là, c'est vraiment une question très difficile, hein. Puis je me hasarderai pas à des conjectures, comme je sais plus qui disait, les prédictions, c'est difficile, c'est très difficile, surtout en ce qui concerne l'avenir. Mais je ne sais pas trop, en fait, en vérité, hein. Et c'est peut-être d'ailleurs ce que j'ai essayé de chercher en écrivant ce roman, parce que moi-même, en fait, pas pour surmonter, pour conjurer, en fait, l'angoisse qui me saisit, en fait, bien souvent, enfin voilà, donc vous, bah voilà, pour vous, c'est la préparation en fait au pire, au scénario du pire, évidemment sans le souhaiter, bien entendu, et c'est absolument pas ce qu'on souhaite. Et pour ma part, de mon côté, il s'agissait au moins de convertir cette angoisse en action, en écriture, et puis aussi en communication, en lien. C'est-à-dire qu'on cherche, on écrit aussi pour des lecteurs et pour se trouver aussi une communauté, une communauté de connivence intellectuelle, une communauté de perception du monde. Se dire qu'on n'est pas qu'on n'est pas seul à trouver que ce monde délire, en fait.
Et on s'aperçoit que finalement, bah, on rencontre des gens qui sont eux-mêmes sidérés, mais qui refusent de céder à cette sidération. Donc je pense qu'il y a quand même une matrice, il y a une ressource en fait dans la population qu'on ne soupçonne pas, toute une majorité silencieuse à laquelle nous appartenons. Enfin, vous, moins parce que vous êtes un personnage public, mais je pense que vous êtes aussi le porte-parole de cette masse silencieuse qui est beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus équilibrée, parce que ce sont des gens tout simplement qui sont en confrontation avec le réel, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui élèvent des enfants, des gens qui ont une vie de famille, une vie conjugale, qui sont en prise avec, bah, si on veut faire un peu de psychologie, avec ce que Freud appelle le principe de réalité, tout simplement. À la différence précisément de ceux qui sont mis en avant effectivement dans nos médias ou sur la scène publique, qui sont des gens qui, en effet, on dit déconnectés de la réalité, bien souvent, ben, évidemment, ce sont des gens qui, par exemple, n'ont jamais travaillé, n'ont pas d'enfants, ne sont en prise avec aucune des difficultés de l'existence ordinaire, et donc qui ne sont que dans un processus de pur plaisir, de pure jouissance, qui les mène au délire, en fait. Mais c'est une minorité, en fait. Une minorité qui, de toute façon, si on ne les renverse pas, je dirais, de la manière violente, je dirais, on peut pronostiquer, c'est un petit peu ce que je fais dans le roman, on peut pronostiquer que de toute façon, ce sont des formes de vie non viables, ces élites dégénérées. Donc de toute façon, ils vont s'autodétruire, ils vont disparaître en fin de compte voilà, comme des espèces de chimères ou de monstres de la nature qui n'ont pas lieu en fait, qui n'ont pas vocation à survivre. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de ressources vitales, de résistance existentielle chez les gens du quotidien, qui bah, peut nous permettre quand même de ne pas perdre espoir. Voilà. Alors, on voit dans un des personnages du livre, justement, qu'il y a une sorte de tendance de certaines de ces chimères Mm. à essayer de nous emporter avec elles. Oui. Est-ce que ça, c'est un processus psychologique connu ou étudié? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes veulent emporter dans leur folie et dans leur destruction finale le reste des gens? Alors, bah, disons qu'il y a, je dirais, c'est un des symptômes de ce qu'on appelle simplement la perversion, hein. C'est-à-dire que le pervers est aussi celui qui essaie de combler sa faille intime, c'est-à-dire celui qui souffre d'un immense vide intérieur et qui ne peut exister que dans la jouissance qu'il a à détruire l'autre, en fait. Et c'est parce qu'il a besoin en lui-même de croire à sa propre existence, à sa propre puissance, à travers ce qu'il exerce comme nuisance, à travers la souffrance qu'il peut produire chez autrui, à travers la sidération, le désespoir qu'il peut lui susciter. Et je pense qu'en effet, nous avons une société qui produit, et ça, beaucoup des gens, quelqu'un comme Dany Robert Dufour, ou même avant lui, Lacan aussi l'a montré, la société capitaliste consumériste produit industriellement des pervers, en fait. Ça a été le basculement de 68, en fait. Il est interdit d'interdire. C'est désormais dans une société qui nous dit tu dois jouir, en fait. Et ça, c'est précisément l'impératif pervers. Et, euh, et je pense que malgré tout, à la fois, disons que la perversion était jusqu'à récemment, en fait, on va dire une marginalité, mais aujourd'hui, elle est comme l'effet l'effet d'une production industrielle par Mhm. l'éducation, par d'une manière générale, la transmission culturelle. Il y a une société perverse, une cité qui produit de la perversion et puis les quelques névrosés que nous autres sommes, c'est-à-dire ceux qui ont encore des limites, qui ont encore le sens de l'interdit, qui disent il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas, il y a des interdits, il y a du permis et du défendu, il faut respecter l'autre, peut-être même parfois au détriment de soi-même. Bon, bah, ces névrosés-là, effectivement, ont du mal à survivre dans une société qui ne les promeut plus et qui, au contraire, les invisibilise et qui met à la tête, effectivement, sa tête des individus pervers, en fait. Donc, Et pourquoi c'est... Alors, effectivement, on constate que nous sommes de plus... Vous m'entendez là? oui, bien sûr, oui, Oui. oui, je t'entends On très bien. constate qu'il y a de plus en plus de gens dans qui sont créés comme ça, ces pervers, comme vous dites, qui sont
produits par la société, mais aussi un autre phénomène, c'est qu'ils ont tendance à s'agglutiner vers le haut, à monter plus vite que les autres. Alors est-ce que c'est particulièrement les pervers qui sont en plus psychopathes? Est-ce que c'est une particularité, et surtout les corps qui ont des éléments en eux qui sont dysfonctionnels ou dangereux ont tendance à les éliminer. C'est le cas des cellules cancéreuses qui, en temps normal, sont mangées dans le corps humain, enfin dans les corps biologiques. Là, on a l'impression que, et ça s'accélère, qu'il y a de plus en plus d'agglutination de ces corps malades à la tête, et comme les prions dans les vaches folles. Et pourquoi le corps ne les élimine pas et pourquoi il y a ce phénomène de les faire monter, selon vous? Alors, je crois que en fait, le pouvoir a toujours attiré et a toujours suscité des grandes vocations perverses. C'est-à-dire que le pervers, c'est précisément celui qui, par définition, n'éprouve aucune culpabilité de ce qu'il fait. Donc, c'est pour ça qu'on ne verra jamais un pervers aller effectivement réclamer un soin psychologique, parce que lui se croit tout à fait normal, parce qu'il se croit normal parce qu'il est la norme. Il se considère comme la norme, il se considère comme la loi. La phrase perverse par excellence, c'est la phrase de Louis XIV, l'État, c'est moi. Hein. C'est celui qui va réduire le grand autre à son petit moi, justement. Et donc, il se sent parfaitement légitime à accéder aux plus hautes fonctions, à parler au nom de tout le monde, parce qu'il prétend mieux que tout le monde ce qui est son bien. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'un pervers, enfin, en tout cas c'est l'analyse que j'en ai, non seulement il connaît le bien, mais il incarne le bien et il le connaît le bien de l'autre mieux que l'autre lui-même. En fait, c'est vraiment l'ami qui vous veut du bien, comme dans le livre. Il y a un film extraordinaire avec cet acteur espagnol, là, Harry, un ami qui vous veut du bien, qui est vraiment un personnage de psychopathe pervers complet. C'est-à-dire que, par exemple, un pervers, c'est celui qui, vous voyez, il va voir une fille dans la rue qui a une mini-jupe. Voilà. Et il va se dire, mais en fait, ce que cette fille exprime comme désir, c'est d'être violée. Et donc, en la violant, en l'agressant sexuellement, je ne fais qu'accomplir sa propre volonté à elle, puisque Mhm. finalement, elle n'ose pas se l'avouer, mais son vrai désir, c'est cela. Et le pervers, par conséquent, a le sentiment même d'être au service de l'autre. Il se dit, mais cette fille, je lui ai rendu un service, c'est précisément ce qu'elle désirait. Donc, je suis non seulement innocent, mais je suis même un bienfaiteur. Donc, vous imaginez qu'il y a une psychologie pareille, quand vous n'éprouvez aucune limite, quand l'autre n'est qu'un instrument de votre propre jouissance, mais qu'en plus par là même vous prétendez le faire jouir plus que lui-même ne sait le faire, vous n'avez aucun remords, vous n'avez aucune limite. Et à partir de là, si vous êtes un petit peu malin, c'est ça le pervers. Hein, pervers n'est pas intelligent, n'est pas très intelligent. Je sais que nous avons des pervers, voire un pervers, en particulier dans un pays que nous ne nommerons pas, qui est à la tête de l'État. C'est pas quelqu'un de très intelligent, parce qu'en fin de compte, on voit très bien que soit c'est bon. Mais il est malin. Le pervers est très malin. Et par exemple, détecter la faiblesse des autres pour précisément appuyer dessus. Il sait l'instrumentaliser. Et en plus de cela, il n'a aucun remords, aucune culpabilité. Et au contraire, tout ce qu'il fait le conforte dans le sentiment de sa supériorité et de sa sublimité. Donc, c'est pareil, vous voyez, le terroriste qui va se faire exploser, eh bien, il prétend être le serviteur de Dieu, et puis finalement faire justice. Et il n'a pas le sentiment qu'il fait le mal, au contraire, il fait le bien, par définition. Donc, avec ce type de psyché, en fin de compte, c'est pour ça que malheureusement, bien souvent, c'est ça qui est désespérant, c'est que parfois, quand on voit immerger quelqu'un dans les hautes sphères du pouvoir et qui est quelqu'un de bien, dont on sent qu'il a un bon fond, qu'il a une bonne volonté de bien faire, bah souvent, très rapidement, au bout de quelques années, il est dégoûté. En fait, et il se replie dans d'autres affaires. Il n'en peut plus, il ne peut plus suivre le rythme, en fait. Et donc, malheureusement, il ne reste que les salopards. Ouais, il ne reste que les. Donc, donc c'est pas une vision très positive que j'ai, en tout cas, effectivement, de la structure politique et de ce que le pouvoir peut produire. C'est-à-dire que là-dessus, je suis un kantien et je crois que effectivement le pouvoir est essentiellement corrupteur. Mhm. On constate ce phénomène également dans les entreprises où les effets de mobbing, harcèlement Exactement. individuel ou collectif sont de plus en plus fréquents avec des effets évidemment désastreux et tragiques pour les victimes au niveau de la santé, voire du suicide et donc, et aussi du fonctionnement de l'entreprise, hein, par parenthèse.
À ce sujet, je vous recommande, il y a un très beau livre de Paul-Antoine Martin Oui, je l'ai sur lu, le temps des pervers. Ben voilà, c'est exactement c'est ça, ça, en fait. Voilà, c'est c'est très, ça. très, très bon livre sur le sujet. Ouais. Les, le citoyen lambda qui a du bon sens, les pieds ancrés encore par terre et la tête sur les épaules, si je ne mélange pas mes métaphores, n'est-il pas finalement collectivement la victime d'un immense harcèlement, d'un immense mobbing de la part de ces pervers dans nos sociétés modernes? Ah oui, je crois. Bah, vous faites bien, justement, de parler de Paul-Antoine Martin. On voit très bien que dans son bouquin, alors je veux pas non plus de divulgacher, mais effectivement, le héros qui effectivement subit ce harcèlement de la part d'un petit pervers, qui est en fait un petit cheffaillon malin, manipulateur, mais totalement incompétent, quoi. En fait, le personnage central, c'est juste un brave type, compétent, qui veut Mhm, bien faire son boulot, qui a le souci de l'autre, le sens des responsabilités, qui est juste un homme normal et qui brille par ses compétences. Et en fait, il va se faire dégager par un petit incompétent pervers qui va le détruire complètement psychologiquement. Et c'est vrai que il me semble que nous vivons, et ça c'est aussi c'est Mario Saint-Michel qui défend cette thèse dans Gouvernance perverse, c'est l'idée que nous mhm. vivons une espèce de grand harcèlement moral à échelle de la population. Et c'est vrai que nous vivons, je veux dire, nous vivons dans un monde qui est saturé de peur. Nous sommes harcelés sans arrêt, alors, soit par des terreurs sanitaires, puis terrorisme politique à travers la menace de la guerre. Il y a effectivement un sentiment de harcèlement permanent. Et, euh, et dans ce contexte, effectivement, que fait-on, quoi? Que fait-on pour ne pas céder à la sidération, ne pas céder au désespoir, et puis résister, en fait, et restaurer une espèce de verticalité intérieure qui nous permettra de mettre à distance ces espèces de mauvais corps contaminants. C'est vrai que c'est une vraie question. Et puis, bah, pour ma part, puisqu'on avait évoqué cette question, bah, pour ma part, le rire est aussi une façon de faire. C'est une façon de ne pas se laisser coloniser psychologiquement. C'est une espèce d'entreprise de décolonisation mentale à l'endroit de tous ces harcèlements psychologiques que nous subissons, en effet. Mm. Alors, je rappelle que nous sommes avec Jérémy Berriot pour son roman Potion magique. À lire absolument, je mets le lien de où vous pouvez le trouver. C'est aux éditions Perspective Libre, c'est ça? Oui, c'est ça, Pas mes perspective lunettes. libre. Ouais. Perspective Libre, je mettrai le lien à la fois de Perspective Libre et d'un grand marchand de livres en ligne ci-dessous afin que vous puissiez l'obtenir. Nous allons passer à la deuxième partie de cet entretien qui est sur mon Patreon où nous allons parler justement d'un des antidotes à la perversion du monde et même à son effondrement, et aussi surtout à quelque chose de fondamental dans l'être humain qui est justement l'humour, le rire. Euh, on dit que c'est le propre de l'homme. Je vous retrouve sur Patreon. Le lien est également ci-dessous pour la deuxième partie de cet entretien. Merci beaucoup à tous.